Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alice. Après avoir été chef de publicité en agence à Paris, Alice a tout plaqué pour déménager à Florence et fonder Ali di Firenze, un blog et plus globalement une plateforme avec un e-shop dédié à l'Italie. Elle organise également les fugues italiennes, des voyages d'introspection en Italie. Alice travaille dans une grosse agence de publicité à Paris en tant que chef de publicité. Elle participe à la stratégie, à l'écriture des briefs, coordonne les équipes et organise les shootings. Elle est le cliché de la working girl. Elle adore sa carrière, travaille beaucoup, sort beaucoup, court les expos, une vie parisienne très agitée. Mais son conjoint est finalement retenu pour faire une thèse en Italie à Florence pendant 4 ans. Après seulement un week-end à Florence, c'est le déclic. Alice pose sa démission et décide de déménager en Italie sans parler un mot d'italien. Pour son entourage, c'est l'incompréhension. Ils ne comprennent pas comment elle peut quitter une carrière qui débute très bien pour suivre son conjoint selon leurs mots. Alice, elle, tombe tout de suite amoureuse de l'Italie. Elle apprend l'italien en 6 mois et trouve un job dans la communication à Florence. Elle décide ensuite de lancer son blog Ali di Firenze, où elle partage d'abord ses adresses florentines, puis ses voyages en Italie. Alice a créé en 2018 les fugues italiennes après avoir elle-même fugué. Avec 2 enfants en bas âge et lors de sa reconversion, elle a eu besoin de partir quelques jours pour faire le point et se ressourcer. Ses lectrices ont eu envie de faire pareil. C'est le début des fugues italiennes. Des voyages d'introspection en Italie pour des groupes de femmes qui viennent seules pour chercher les réponses à leurs questions. Alors avec Alice, on a évoqué sa carrière dans la publicité, comment elle a eu envie de quitter l'autoroute qu'elle voyait venir, selon ses mots, la Dolce Vita, comment déménager en Italie, comment elle a fondé Ali di Firenze et les fugues italiennes. Vous allez voir, la nouvelle vie d'Alice fait rêver, on entend même les oiseaux chanter derrière elle. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alice. Bonjour Alice, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairvy. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, mon métier actuel, si je devais le résumer, je me présente en disant en général que je suis fondatrice d'une plateforme sur la joie de vivre à l'italienne qui s'appelle Ali di Firenze, dans lequel, en fait, il y a une partie média avec énormément d'articles de voyage et de lifestyle italien, puisque moi, je suis basée à Florence, en Toscane, depuis 10 ans. J'ai également une société qui organise des événements qui s'appelle les fugues italiennes, qui sont plus des voyages d'introspection que de tourisme, et un e-shop qui nourrit un petit peu tous les thèmes qu'on aborde sur le média et en fugue. Il y a quoi dans le e-shop, du coup, justement, je me demandais? Alors, l'idée du e-shop, c'est vraiment de vivre l'Italie dans ton quotidien, si tu n'as pas la chance ou de vivre en Italie ou de partir en voyage ici souvent. Donc, c'est vraiment le miroir des thèmes qu'on aime aborder. Donc, il y a une partie qui s'appelle la diète italienne, je pense la partie la plus fournie, qui concerne l'alimentation à l'italienne, saine et gourmande, et ça va de la céramique, tu vois, qu'on va sourcer en Ombrie et qu'on fait faire chez un artisan, à des pâtes incroyables qui sont faites dans le Chianti, à la vecchia maniera, donc vraiment à l'ancienne. On va avoir plein de produits sur le thème de la créativité, puisqu'éveiller la créativité, pour nous, c'est vraiment un de nos fers de lance, notamment avec les fugueuses. Donc, on a des kits pour apprendre à moodboarder, un carnet de créativité qui est un peu une introspection créative. Voilà, plein de choses. Bon, c'est génial. Alors, ce que je trouve vraiment génial avec ta reconversion, c'est que c'est plus une reconversion pour un lieu que vraiment un métier, et je pense que c'est la première fois qu'on a un invité avec une telle reconversion, où en fait ta reconversion, toi, ça s'est fait vraiment parce que t'as adoré un lieu et t'as créé ton nouveau métier autour de ça. Tu nous raconteras après, mais du coup, à l'origine, toi, tu étais à Paris et ça n'avait rien à voir avec ta vie actuelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier métier ? Oui, alors moi j'ai grandi et j'ai démarré mes études à Nice et je les ai terminées à Paris. Donc j'ai fait des études d'économie à Dauphine et puis ensuite un master de communication à l'ESC Rouen qui était super chouette parce qu'on faisait beaucoup de stages. Et ensuite j'ai démarré ma première expérience. En fait, c'était en agence de publicité. J'avais fait un stage chez Publicis et puis finalement j'ai été embauchée chez BETC Euro RSCG, grosse agence de publicité. Donc j'étais chef de pub. Et alors ça te plaisait ? Qu'est-ce que c'était ton quotidien ? En fait, si tu veux, c'est ça qui est rigolo, c'est que
que moi, ça faisait quand même un moment que je savais que la communication, je pense que c'était un domaine dans lequel je serais à l'aise. Donc, j'avais fait des stages en RP, en organisation d'événements, enfin, dans plein de domaines pour un peu voir ce qui me plaisait. Et je refusais catégoriquement de faire de la pub parce que j'avais une très mauvaise image, tu vois, et vraiment des clichés par rapport à ce secteur-là. La vie a fait que un stage que je devais faire, c'est pas fait au dernier moment. Il a fallu que je trouve autre chose. Et j'ai adoré un entretien que j'ai fait chez Publicis Consultant. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, la publicité, c'était pas juste l'idée de vendre des yaourts. C'est que derrière, il y avait un marché à comprendre, il y avait des analyses, il y avait de la stratégie, il y avait de la créativité parce que tu travailles avec des gens qui sont en général, tu sais, en duo. Tu as un copywriter et un directeur artistique qui bossent en team et qui avait cette interaction avec la team créative qui était passionnante. Et j'ai vraiment aimé mon stage qui était plutôt sur de la pub corporate, donc avec des gros groupes, grosses institutions. Et mon boss de l'époque, Olivier, m'avait dit, écoute, si tu aimes la pub, il faut que tu ailles te tester en allant vendre des yaourts parce que c'est comme ça que tu sauras si tu as vraiment la fibre. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez BETC. J'ai travaillé, je sais pas moi, sur Paille d'Or, sur CanalSat, sur Deluxe Valentine, la peinture, plein de produits secteurs différents, même des produits d'entretien. Et en fait, BETC, c'était ça qui était génial, c'est que c'était un peu l'école de l'excellence parce que le niveau qui était demandé à tous les échelons et dans tous les types de boulot, c'était vraiment un travail qui se voulait d'excellence, quoi. Il n'y avait pas de place trop pour l'erreur, le laxisme et tout ça. Et ça a été une école, en fait, formidable pour apprendre à travailler de manière générale, quoi. Et c'était pas trop stressant comme ambiance, du coup? Alors, c'était très stressant, en plus parce que voilà, j'avais envie de bien faire les choses et surtout j'ai eu la chance d'avoir deux boss absolument incroyables, Christophe et Valérie, sur des comptes différents, chacun dans son style et à sa manière, mais qui étaient vraiment très très brillants et du coup envie aussi de bien faire pour eux, tu vois, avec ce petit truc d'apprendre d'eux un peu à la manière de mentor et en même temps, tu vois, vouloir leur montrer que j'avais pas été choisie pour rien. Beaucoup de stress, beaucoup de travail et puis toujours des horaires très très longs. Et je me rappelle qu'il y a eu un moment où c'était moins agréable. Mais en même temps, c'était lié au fait qu'on me faisait confiance et qu'on m'avait donné plus de responsabilités. Et du coup, la journée du dimanche, pour moi, était devenue horrible parce que dimanche, il fallait préparer lundi et que je me remettais à travailler dimanche. Et ça, tu vois, c'est pas un souvenir que je garde parce qu'il y avait vraiment de l'anxiété et c'était moins agréable. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs et j'ai fini un peu en apothéose parce que quand j'ai donné ma démission, donc pour partir en Italie, on en parlera après, mon boss avec qui je travaillais sur CanalSat, pour me remercier entre guillemets des efforts que j'avais fait, m'a envoyé en shooting à New York, gérer un gros shooting pour Canal+. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. On était au Standard, tu vois, à New York. On était dans un hangar avec une prod énorme. C'est vraiment un très, très chouette souvenir. En fait, tu dirais que c'est un métier qui est super exciting, mais tu peux pas le faire longtemps? Alors, écoute, moi, c'est une très bonne question parce que je suis toujours très admirative des gens autour de moi que je connais, tu vois, que j'ai connu il y a 10 ans quand j'étais en agence et qui sont toujours dans le business, toujours dans le game. Et je me dis, mais comment ils font pour tenir? Donc, il y en a vraiment qui ont le virus de la publicité, qui marche aussi à cette adrénaline-là et à ce stress-là, qui disent qu'ils aiment pas, mais je pense qu'en même temps, ça doit être un peu nécessaire, tu vois, pour alimenter la machine. Et je crois que voilà, il y a plein de gens qui ont une image négative d'une certaine manière de la pub, mais quand tu aimes la communication, il y a vraiment énormément de réflexions qui sont faites à la base pour créer les plateformes stratégiques, pour trouver un angle smart. Tu travailles d'ailleurs avec des gens qui sont dans un département qui s'appelle le planning stratégique, qui sont là pour avoir un œil particulier sur le marché, faire remonter des tendances. Et ça, je trouve que c'est quand même assez passionnant. Toi, du coup, tu avais une vision plus globale. Par exemple, on va faire ce type de campagne à la télé, ce type de campagne sur les réseaux sociaux, où tu étais vraiment les mains dans la pâte, où est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu faisais? En fait, quand tu es du coup chef de produit, c'est vraiment on va dire le premier niveau. Ensuite, tu as chef de groupe, directly, etc. Donc moi, j'étais en direct avec un directeur de clientèle ou une directrice associée. Le quotidien, c'était vraiment autant de la gestion de projet, donc vraiment de la logistique, tu vois, pure et dure, et faire avancer un projet, organiser un shooting, coordonner le travail avec 1 milliard de personnes différentes. Il y avait vraiment une partie main dans le cambouis,
Mais en même temps, c'était ça qui était chouette, c'est que chez BETC, la strat, elle n'était pas réservée qu'à l'élite ou à ceux qui étaient là-haut. On te demandait en tant que chef de pub déjà d'être dans un raisonnement stratégique, c'est-à-dire que tu participes à l'écriture des briefs. Tu vois, il y a une campagne radio qui doit se faire, toi qui vas faire le premier draft du brief qui ira au créatif radio qui devra penser des spots. Donc, il faut écrire un contexte intelligent, avoir des idées d'angle, avoir compris vraiment, tu vois, la mécanique de la stratégie. Et puis après, évidemment, ce qui est surexcitant, c'est quand tu travailles vraiment à aller chercher des nouveaux clients ou bien t'es remis en compète sur un client existant. Et là, il faut vraiment ouvrir grand les oreilles et y aller. Et moi, j'avais travaillé sur ce client de Luxe Valentine, donc et de la peinture, où en fait, ils avaient monté un peu une team dans la team, c'est-à-dire qu'ils étaient allés piocher des gens qui travaillaient sur des projets différents pour monter une team de Luxe Valentine. On était piloté, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il était au planning strat. Et c'est lui qui gérait vraiment, tu vois, le stratégie qu'il allait falloir créer, gérer tous les directeurs artistiques qui pondaient des idées à droite à gauche pour nourrir tout ça. Et c'était vraiment follement excitant. Clairement, ça se faisait après la journée de travail. Donc, on était reparti pour un tour, mais c'était quand même très, très chouette. Mais alors, j'ai adoré parce que j'ai lu ton blog et dans le blog, tu as fait une petite description de toi et tu racontes que quand tu étais à Paris, tu étais la working girl qui mangeait des sushis avec ses copines, qui sortait, qui allait faire plein d'expos le week-end. Et franchement, ça m'a hyper parlé et je pense que ça correspond à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment cette working girl qui adore être à Paris, qui est super excitée, justement, elle passe à je veux complètement changer de vie et je vais tout plaquer? Écoute, je sais pas si je l'ai vécu déjà au moment où je l'ai vécu comme un plaquage, reconversion totale. Je pense que les choses, elles étaient moins claires que ça, tu vois, dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré mes années à Paris et j'étais d'une certaine manière appelée par autre chose, mais quand même très, très triste de partir. C'est un peu, si tu veux, les années clichés et merveilleuses de la vingtaine resplendissante à Paris, quand tu as ton premier boulot, qu'il y a des Vélib de partout et que tu vas n'importe où dans Paris le soir. Moi, j'avais la chance d'habiter dans le premier, donc je traversais la cour du Louvre, tu vois, pour aller voir ma copine qui était rue de Seine. Enfin, c'était délirant de beauté et de, tu vois, d'un Paris vraiment génial. On sortait beaucoup, on avait une grosse vie culturelle, donc il y avait cette effervescence vraiment très, très chouette dans le quotidien. Il y avait un besoin de beaucoup, beaucoup faire. Pas de temps mort, pas de tranquillité, pas de vide, pas de soirée, tu vois, tranquille chez soi. Il y en a eu certaines, mais tu vois, le quotidien, c'était plus aller chercher en permanence quelque chose d'excitant et de varié. Et puis, en fait, mon conjoint de l'époque voulait faire un doctorat et pouvait présenter, tu vois, des doctorats dans différentes villes d'Europe. Il n'était pas obligé de rester à Paris. Et moi, j'avais quand même le souvenir d'un Erasmus à Madrid qui m'avait vraiment beaucoup apporté, touché, que ça soit la culture, la langue. J'avais adoré vraiment apprendre une langue, les gens que j'avais rencontrés là-bas, un peu la vulnérabilité qui se passe quand tu fais un changement comme ça de pays, même si c'est que pour un an et qu'il y a quand même beaucoup de fiesta. Il se passe forcément des choses dans ce genre de voyage-là, je trouve, au niveau personnel. Et je me rappelle que, tu vois, pendant cette année-là, d'ailleurs, j'avais eu des gros doutes sur les études que j'étais en train de faire. J'étais toujours à Dauphine en économie et j'avais enterré tout ça très fort parce que ça me faisait vraiment peur d'imaginer un changement. J'étais pas encore prête. Mais, tu vois, le contexte de sortir de son quotidien avait déjà été vraiment prolifique côté réflexion. Et du coup, quand, voilà, il y avait cette opportunité peut-être de repartir, même si j'adorais ma vie, j'étais vraiment complètement accro à ma vie professionnelle, à mon quotidien avec mon boss Christophe qui était formidable et que j'imaginais même pas ne plus travailler, tu vois, là-bas tous les jours. Il y a quand même eu quelque chose je pense, de plus fort qui m'a appelée avec l'envie, voilà, de repartir, de se rechallenger et de pas être un peu finalement dans cette autoroute que je voyais bien venir, quoi. Je savais très bien qu'en restant en agence, je voyais des femmes qui avaient 10 ans, 20 ans de plus que moi qui étaient là. Je voyais bien celles que je pouvais potentiellement devenir aussi, tu vois, en restant là-bas. Et je crois qu'il y avait des choses qui me convenaient pas. Peut-être que, tu vois, le côté giga working girl avait sa limite d'une certaine manière. Peut-être que, j'étais appelée par autre chose, sans me le formuler, mais en tout cas, je savais que j'étais pas très très fan de ce que j'aurais pu devenir par la suite. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je me le rappelle. T'aimais bien ça pour la vingtaine, mais tu savais déjà que pas tout le temps.
Ouais, il y avait un truc où, si tu veux, pour monter les échelons, il faut quand même avoir, voilà, les dents qui, tu vois, qui rayent le parquet. Quand tu es une femme, je voyais bien que c'était aussi un petit peu plus compliqué que pour certains hommes. Alors peut-être que les choses ont un peu changé, mais en tout cas, il y a 10 ans, je trouvais que les femmes, il fallait qu'elles déploient une force, un caractère, une dureté qui, moi, le mot me vient en italien, mais me gênait, tu vois, d'une certaine manière. J'avais envie d'exprimer autre chose tu vois, de moi et tout ça. Et voilà, j'avais une petite gêne par rapport à ça, même si encore une fois, j'étais en transe totale de ce que je faisais au quotidien. Et du coup, il y a eu la possibilité de l'Italie, qui est un peu, voilà, sortie du chapeau, la possibilité de Florence. C'était la proposition qui me plaisait le plus parce que je parlais pas un mot d'italien et qu'il y avait du coup un côté un peu de challenge suprême, tu vois. Voilà, et puis à l'époque, t'as pas d'enfant, t'as pas de limite, t'as une forme d'inconscience qui te porte plus facilement. Donc voilà, on s'est lancé un peu comme ça. Tu penses que c'est plus a posteriori finalement que tu te dis en fait j'avais tous ces trucs qui me plaisaient pas, mais sur le moment tu t'en es peut-être pas rendu compte? Je pense que c'était vraiment ça, c'était de l'ordre du ressenti, Ouais. et j'étais pas encore, tu vois, j'ai vraiment eu un gros moment d'introspection, après mon divorce, donc j'avais 28 ans, où là j'ai commencé vraiment à me poser les vraies questions et à réfléchir de manière beaucoup plus transparente à ce que je pensais, tu vois, là où était un peu, voilà, à me mettre des petites vérités comme ça en face. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas encore, tu vois, comme ça. Je ressentais quelque chose, donc j'avais quand même perçu tu vois, il y avait quelque chose qui clochait dans mon quotidien, que j'étais appelée par autre chose, mais j'avais pas mis de mots. Il a fallu quand même des années pour me rendre compte de ce qui me chatouillait vraiment. Donc, et t'avais quel âge quand t'as décidé de partir en Italie? Je pense que j'avais 26 ans. Je crois que j'avais 26 ans, ouais. Et comment ça s'est passé les réactions de ton entourage quand t'as dit je plaque tout pour partir en Italie? Écoute, je me rappelle ce qui m'a marqué parce que je pense que ça m'a vexée sur le moment, donc c'est pour ça que ça m'a marqué. Je me rappelle, voilà, de certaines personnes qui m'avaient dit mais t'es complètement timbrax, t'as un boulot génial, t'es hyper bien parti, qu'est-ce que tu vas faire, un suivi de conjoint. Tu vois, je pense que il y avait des gens qui étaient gênés de me voir suivre quelqu'un. Ils s'attendaient peut-être pas à ce que ça soit, tu vois, dans ma nature de faire cette forme de petit sacrifice pour quelqu'un d'autre, quoi, tu vois, voilà. Et puis de quitter cette carrière-là et ce monde-là pour chercher autre chose sans être capable encore à l'époque de dire ce que j'allais chercher, quoi. Voilà. Après, je me rappelle que mes parents m'ont toujours soutenue. J'ai vraiment été aidée à ce niveau-là. Et alors, comment ça s'est passé? T'as pris la décision facilement? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça a été extrêmement rapide parce que je pense qu'on a eu en gros la réponse dans ce que je me rappelle. On était en février et il y avait un week-end où on pouvait aller à Florence 2 ou 3 semaines après. On n'y avait jamais mis les pieds, donc l'idée c'était d'aller voir si ça nous plaisait. Donc on est allé à Florence et on a dû rentrer le dimanche ou le lundi et le lendemain j'ai parlé à mon boss. Donc ça a été très très immédiat. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de réflexion. Je pense que la réflexion, entre guillemets, elle était un peu survolée, mais elle avait été faite au moment où on avait décidé qu'on avait envie de partir, quoi. Et donc, toi, tu pars comme ça, sans vraiment projet professionnel? Tu te dis, je pars en Italie et je verrai? Ouais, j'ai toujours eu, et je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvé le moral en arrivant en Italie, parce qu'après, évidemment, ça a été plus compliqué, forcément, à un moment. C'est la certitude que j'allais trouver du boulot. Genre, en fait, je pense que si j'étais allée en Italie avec un soupçon de doute que je pouvais galérer et pas trouver, ça m'aurait absolument tétanisée. Donc, j'ai vraiment été avec je pense, un peu un mindset tu vois, du très positif sur le fait que c'était sûr que j'allais me donner les moyens et que j'allais trouver un truc qui allait me plaire. Et puis après, il a bien fallu arriver et mettre les mains dans le cambouis, mais ça, c'était autre chose, quoi. Ouais, comment ça s'est passé ton arrivée? Parce que quand on parle pas un mot, on se retrouve sans personne qu'on connaît, mis à part son conjoint qui travaille peut-être toute la journée. C'est pas évident. Exactement. Écoute, il y a eu quand même, pas mal de solitude, je pense, au démarrage, même si via son université à lui, moi je pouvais prendre des cours d'italien là-haut, donc je m'étais fait un copain, Matthew, un Américain, je me rappelle, qui m'avait quand même bien aidé au démarrage, parce que des fois tu as besoin que d'une personne en fait pour aussi changer un peu ton quotidien, tu vois. Il y avait des Français qui étaient là, certains qui étaient sympas. Bref, ça n'a pas démarré la folie sociale où je me sentais extrêmement bien avec les gens qui m'entouraient. Ça a pris un peu plus de temps et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à travailler. Je trouve que là, je me suis sentie beaucoup plus
voilà, avec mes gens à moi, entre guillemets, puisque j'avais ma propre vie, tu vois, et c'était pas qu'une extension de la vie de mon conjoint de l'époque. Et du coup, surtout, la première phase, ça a été d'apprendre l'italien, quoi. C'est-à-dire que je pouvais pas passer d'entretien tant que j'étais pas, tu vois, un peu opérationnelle. Moi, je bossais en com, donc j'avais envie de l'écrire très bien. Donc, j'ai vraiment fait 2-3 mois très intensifs à l'écrit, à l'oral, en faisant des échanges avec des Italiens qui voulaient apprendre le français, tu vois, en me donnant les moyens vraiment de le bosser à fond, quoi. Et comment ça s'est passé? J'imagine que tu as dû avoir un petit moment introspectif à ce moment-là, parce que quand tu passes de une vie où tu fais que sortir, t'as même pas le temps de penser à Paris, t'es entouré de plein de gens et tu te retrouves comme ça dans un nouveau pays un peu seul. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je t'avoue qu'à l'époque, il se passe pas grand-chose, Claire-Vie. Dans le sens que c'est pas ce moment-là encore qui m'a vraiment fait tilter. Je me rappelle juste que j'avais quand même assez bien ressenti tout de suite qu'avec l'Italie, il se passait un truc magique. Il y avait quelque chose, je sais pas, dans la beauté suprême de ce qui nous entourait tous les jours, les cloches qui sonnaient à tout va, et qui ponctuent la journée d'une certaine manière. Il y avait les échanges avec les Italiens un peu au quotidien, quoi. Tu vas à la boulangerie, tu vas au bar. Il se passait des trucs, je trouve. Il y avait des espèces de petits éclats, voilà, de vie, de joie, qui étaient des choses qui, moi, me touchaient par rapport à ma personne et ma personnalité. Tu vois, j'avais vraiment... et ça, c'est pas du tout quelque chose que je ressentais à Paris. Donc, j'avais quand même un sentiment de bien-être qui se créait entre moi et l'Italie très directement. Et ça, voilà. Après, je t'avoue que mon obsession, c'était vraiment de trouver du boulot. Donc, j'étais pas vraiment à réfléchir. J'étais surtout dans l'action. Action pour apprendre la langue. Action ensuite de stalker sur LinkedIn pour récupérer des adresses email, pour envoyer des emails au RH, trouver un moyen de passer des entretiens. Et je crois qu'être dans l'action, dans le faire, j'ai pas été seule devant mon café à ma table pendant 3 heures à me demander ce que j'allais faire de ma journée. Je me suis tout de suite, tu vois, créé un rythme et donné un rythme. Et alors, comment ça s'est passé? T'as trouvé assez facilement ton job une fois que tu te débrouillais en italien? Et écoute, je trouve que globalement, c'est quand même allé assez vite parce que tu vois, je suis arrivée en septembre et j'ai commencé à travailler mi-février. Donc, c'est pas non plus mortel. J'avais déjà une proposition en décembre que je m'étais permise même de refuser parce que c'était plutôt vers Bologne. Logistiquement, c'était trop compliqué. Je sentais que je pouvais trouver mieux. J'ai eu, on m'a rencardé sur un plan d'une société qui était en plus pas petite et qui vendait des services et des produits web pour être présent sur le web et qui cherchait quelqu'un pour l'acquisition du marché France. Donc, un peu en étant à la centrale, tu vois, à Florence, mais ils avaient racheté plein de sociétés en Europe et donc moi m'occuper du marché français. Et ça a été génial parce que je me suis fait mes amis, il y avait plein d'Italiens de plein de régions, c'était très riche d'échanges j'ai vraiment appris aussi, tu vois, sur l'Italie et les Italiens en travaillant avec eux. Alors ça, c'était à peu près il y a 10 ans, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Est-ce que tu dirais que c'est encore possible aujourd'hui pour un auditeur qui nous écoute de tout plaquer, déménager en Italie, apprendre l'italien et trouver un job aussi facilement, je dirais? Écoute, je pense que c'est tout à fait possible. Moi, je reçois 1 milliard de messages, tu vois, de gens qui rêvent d'Italie et qui savent pas par quelle boule prendre. Je crois que déjà, ça a l'air facile, mais ça l'était pas dans le sens que j'ai bossé comme une malade pendant 6 mois pour apprendre une langue et passer des entretiens. Et je peux te dire que quand tu es dans un pays que tu connais pas, avec des codes que tu connais pas, il faut vraiment, moi j'avais mon fichier Excel et je lâchais rien, j'ai jamais rien lâché jusqu'à temps de trouver du boulot. Donc je m'y suis vraiment mise à 1000%. Et je crois quand même que j'avais un cadre qui était assez précis puisque je savais que je cherchais sur Florence, je savais que je cherchais en communication et que voilà, j'avais un cadre. Moi j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent avec un espèce de rêve de Dolce Vita, mais qui est pas précis du tout. Et du coup, je suis là, mais moi, je peux pas vous renseigner si vous voulez juste venir en Italie sans avoir de projet italien. Ça, je trouve que c'est très compliqué, quoi, tu vois, parce que tu as envie de leur dire, bah d'accord, venez, prenez un Airbnb, cherchez un travail de serveur et oui, vous allez vivre en Italie, mais est-ce que c'est ça qui va vous nourrir sur le long terme? Je sais pas. L'Italie, c'est peut-être c'est un rêve, c'est un quotidien qui est génial pour plein de choses, mais c'est aussi d'autres types de sacrifices, d'autres difficultés. Moi, j'ai vu plein de gens venir et se casser les dents et repartir dans l'autre sens parce que, au final, ça n'a pas plu. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a comme difficulté en Italie? Je pense que c'est en même temps nos voisins très proches et en même temps culturellement une autre façon de
penser la vie, vivre vivre le travail, vivre les relations avec les autres, avec la famille. C'est un pays, de rituels qu'il faut comprendre, qu'il faut respecter quand tu viens de l'extérieur. Tu vois, même un exemple très simple. Moi, j'ai vraiment été en lutte très très longtemps contre le système entre guillemets du travail italien parce que je trouvais que moi, j'arrivais de mon agence et je trouvais qu'ils en faisaient pas assez, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte après plusieurs années que c'était à moi en fait de me détendre le slip et de m'adapter. C'était à moi de respecter la façon de faire plutôt que d'obliger les gens à travailler à ma manière. Ça pouvait pas fonctionner comme ça. Alors au final, j'ai démissionné, j'ai créé mon truc pour continuer à être dans mon propre style. Voilà, mais tu vois, il y avait quelque chose quand même de l'ordre du respect, d'accepter ce qui est autour de toi et de faire avec, quoi. C'est marrant parce que justement, c'est la question que j'allais te poser parce que ta manière de parler, tu parais quelqu'un d'assez énergique. Et toi, ça va, tu le vis bien, justement, cette dolce vita, prendre son temps Écoute, c'est un gros nœud toujours parce que il y a des choses. Je me rends vraiment compte de tout le travail que j'ai fait pour avoir cette vie-là, c'est-à-dire qu'il y a rien qui m'est tombé gratos en cadeau. Il y a un moment, il a bien fallu lâcher une situation à Paris, il a bien fallu apprendre à travailler ici, il a bien fallu prendre des risques. Mais je sais qu'il faut que je profite plus vraiment de ce que j'ai créé au quotidien et que voilà, c'est des choses bêtes, mais j'adore le cadre de travail que j'ai créé maintenant, j'adore mes collaboratrices et tu vois, tous les matins, j'essaie de faire en sorte de me remettre les idées droites pour vraiment en profiter parce que ça fait partie de choses très chouettes que j'ai créées ici. Et oui, j'ai toujours un petit peu de mal avec la lenteur, voilà, mais je m'en accommode et on adore les artisans avec lesquels on travaille, on a trouvé des très chouettes personnes. Il y a des erreurs, c'est comme ça, voilà, on fait avec. Après, c'est peut-être finalement ce qui t'attire, hein. Tu sais, comme dans un couple, on est attiré par l'opposé, c'est peut-être ça ce qui te plaît dans l'Italie. Complètement, c'est-à-dire que même des fois, je me suis déjà fait la réflexion, c'est très juste de me dire, mais en fait, à la base, c'est pas un mariage qui pouvait fonctionner, moi et l'Italie, sur le papier. Et je pense qu'en fait, ça fonctionne beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser parce qu'en fait, je n'étais peut-être pas cette businesswoman avec ces critères, les critères parisiens que j'avais à l'époque et que je suis beaucoup plus dans ma vérité ici, à manger des pâtes sur ma terrasse et quand même profiter des choses autrement, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta plateforme Ali di Firenze? Alors, mais ton accent est parfait, Claire. Ali di Firenze, c'est parfait. C'est le nom du... J'ai fait mon max. C'est le nom du site internet donc que j'ai créé en 2013. D'ailleurs, je me dis l'année prochaine, ça va faire 10 ans, va quand même falloir faire une grosse fiesta. J'ai créé à la base, c'était vraiment un blog sur Florence avec des adresses que j'adorais, mais tout de suite pour un public francophone, un peu chic, un peu curieux surtout, qui avait envie de mixer des adresses tradies qu'on adore en Italie, mais avec des choses plus confidentielles, des choses que seuls les locaux connaissent. Et puis ensuite, je me suis laissée agrandir la plateforme à tous les voyages que je faisais en Italie, à des interviews d'artisans, à du lifestyle, à tout ce qui faisait un peu la joie de mon quotidien italien. Et en fait, il y a eu deux phases. Il y a vraiment eu une première longue phase où j'avais envie de développer quelque chose qui ait du sens, mais je ne savais pas comment aller plus loin avec tout ça. Donc, en fait, la première phase, ça a vraiment été faire avec les propositions qui arrivaient comme ça, naturellement. On me demandait d'écrire des guides de voyage, génial. On me demandait d'acheter des petits produits parce que je parlais d'un vendeur de sauce tomate. J'improvisais un mini e-shop qui est pas celui à l'heure actuelle qui était beaucoup plus artisanal. On me demandait d'organiser des demandes en mariage parce qu'il y avait des Français qui me contactaient, qui venaient demander la main de leur copine ici. On faisait des événements un peu sur mesure. Et donc, tu vois, c'était moi qui étais toujours en réponse à ce qui venait de l'extérieur et quand même des opportunités que m'apportait le site. Il faut savoir que le site, j'ai toujours été très, très mauvaise commerciale, c'est-à-dire que monétiser le contenu, faire de l'influence, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai mis beaucoup de temps à digérer cette Valhalla parce que au début, je voyais pas comment je pouvais faire autrement que ça et en même temps, je ne savais pas le faire. Et j'avais d'une certaine manière pas envie de le faire. Donc, c'était un peu frustrant, mais bon. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième phase où j'ai compris, il y a eu des rencontres importantes, notamment
une femme qui s'appelle Cissy Johnson qui faisait du personal branding, qui m'a expliqué pourquoi en fait je pouvais me mettre en scène dans mes histoires parce que c'était une Italie personnelle et que les gens allaient être intéressés par ma façon de faire et de voir les choses. Et ça, j'ai vraiment mis, tu vois, des années à accepter le fait d'être dans mes propres histoires. Donc j'ai commencé moi à être un peu plus moteur de ces choses-là et à me montrer un petit peu. Il y a eu le début des stories sur Instagram où c'était un chouette moyen aussi de raconter un quotidien italien. J'ai fait une web série où je racontais l'Italie de manière humoristique et qui me permettait de montrer aussi que je me prenais pas au sérieux. Ce qui me faisait très peur avec l'influence, c'était ce truc du moi. Et en fait, j'avais besoin, tu vois, de contrebalancer tout de suite cette équation-là. Et puis, ensuite, il y a eu la fugue, mais c'est arrivé vraiment des années après. Et ça a été the projet qui était un peu le puzzle de tout ce que j'avais envie de faire. Et t'as mis combien de temps entre tu travailles dans la com à Florence et après tu démissionnes pour te consacrer à ta plateforme? Alors, je pense que j'ai commencé à travailler à Florence, on était sûrement en 2011. Le site, je l'ai créé en parallèle de mon boulot en 2013 et j'ai démissionné à la toute fin de mon congé mat, de mon premier congé mat, fin 2015. Et à ce moment-là, du coup, t'arrivais à te rémunérer plutôt via les guides touristiques? Alors, c'est une très bonne question. En fait, pour moi, c'était impensable de lâcher mon boulot sans avoir une indépendance financière minimum. Du coup, j'avais trouvé des missions en freelance qui n'étaient pas, et ça a été le problème pendant peut-être bien 2-3 ans, en fait, qui n'étaient pas liées directement à Ali di Firenze. Donc, en fait, j'avais lâché mon boulot, mais sans pour autant me consacrer. Ouais. Tu vois, j'avais pas fait la transition, genre, viens, pense à un business plan et trouve un moyen de faire fonctionner le truc. J'y arrivais pas à faire ce truc-là. Ça me faisait beaucoup trop peur. Et donc, pendant quelques années, il y a eu en effet les guides touristiques. J'écrivais en freelance pour d'autres, notamment pour la marque Inès de la Fressange Paris qui s'était relancée à cette époque et qui avait toute une partie blog sur le site. Et je me suis éclatée à écrire ces choses-là pendant 1 an. Je faisais aussi du freelance pour une mission de RP pour une société qui était dans la tech. Et donc, comme ça, voilà, je gagnais quand même un petit peu de sous et je continuais à bidouiller un peu mon site. Mais tu vois, il y a eu ce sentiment de bidouille et un peu frustrant qui a duré encore quelques années. Et la fugue, c'est vraiment arrivé est-ce qu'on était en 2018 ou en 2019, tu vois? Donc non, c'était en 2018. C'était en 2018. Donc tu vois, fin 2015, je lâche mon CDI et je fais toutes ces missions-là. Entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. Il y a eu la web série qui m'a vraiment occupée pendant presque 8 mois pleins, tu vois, qui était un projet qui m'a jamais rapporté 1 euro, mais qui d'une certaine manière m'a énormément aidé commercialement pour le projet de la fugue, parce que je pense que ça a dit quelque chose de moi qui a créé un sentiment de confiance avec les femmes qui ensuite sont parties. Donc, tu vois, ça n'a pas du tout été vain comme projet. Et puis, voilà, 2018, je pars toute seule et l'aventure de la fugue, elle démarre à ce moment-là. Bon, alors la fugue, franchement, c'est un truc, j'adore cette idée. Je trouve que c'est une idée un peu romantique. C'est vraiment génial. Est-ce que tu peux nous raconter, ce que je pense que ce serait vraiment énorme pour les auditeurs. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'auditeurs qui devraient partir en fugue avec toi pour oser la reconversion ensuite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, un peu les tarifs, ce que tu fais? Alors, écoute, avant de parler des fugues italiennes, qui sont donc mon projet pro, il y a le thème un peu chapeau, qui est le thème de la fugue tout court. Une fugue, c'est quoi? En fait, ça s'est passé que moi, avec 2 enfants en bas âge, cette reconversion qui en même temps n'avance pas, n'a un peu ni queue ni tête, enfin en tout cas, beaucoup de frustration, j'ai besoin de partir toute seule quelques jours à Venise, qui est vraiment ma ville de cœur, parce que j'ai écrit mon premier guide de voyage dessus, pour me retrouver, pour avoir le temps de réfléchir, pour m'émerveiller avec ce qu'il y a autour de moi, pour laisser d'autres émotions, d'autres idées, tu vois, remonter un peu à la surface. Et donc, pour faire ça, j'ai vraiment besoin d'être toute seule, parce que voilà, le quotidien est quand même un peu frénétique avec les enfants et la vie, comme le quotidien de tout le monde, quoi. Et en fait, ces 4 jours me font énormément de bien. Je regagne en énergie, je regagne en clarté. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est que j'ai écrit un article avant de partir en fugue qui s'appelait La fugue. C'est la première fois que j'utilisais ce mot-là, où j'explique pourquoi j'ai besoin de partir. J'avais eu très peur d'être jugée d'une certaine manière parce que je savais, moi la première, au fond, que tout allait bien. Mais ça n'empêchait pas que j'avais vraiment besoin d'aller prendre l'air pour me retrouver et pour un peu penser autrement. Et en fait, j'ai pas du tout été jugée. J'ai été plutôt même recouverte d'emails de femmes qui se sont retrouvées dans mes propos, qui vivaient des situations très différentes que moi, aussi parce qu'elles n'avaient pas le même âge que moi, elles n'avaient pas forcément des enfants, mais en tout cas, elles vivaient ce besoin et cette envie d'aller prendre l'air, de partir de chez elles, de couper court avec le quotidien pour se régénérer et revenir dans leur vie
de manière vraiment aussi plus centrée, tu vois, avec qui tu es et avec tes envies. C'est le côté un peu, je t'interromps, mais c'est le côté un peu pause, quoi. Exactement, On fait exactement. pause. C'est vraiment l'idée d'un break un peu salvateur ou avec une forme d'égoïsme qui pour moi est très saine. Une fois par an, je te dis pas de partir tous les week-ends, mais une fois par an, tu vas te retrouver face à toi-même et d'une certaine manière, tu te dois une forme de transparence que peut-être tu n'as pas l'habitude d'avoir envers toi-même. Ce que je te disais par rapport à l'introspection que j'avais pas fait des années avant, là, il y avait un truc où voilà, j'avais une forme de vide, il y avait de l'espace pendant 3 jours pour se poser des questions. Et donc là, il y avait une sorte de transparence à se dire, est-ce que j'ai la vie que j'ai vraiment envie d'avoir? Est-ce que les choix que j'ai faits, c'est vraiment des choix que j'ai faits moi? Ou est-ce que je les vis en miroir par rapport à ce que veulent les autres? Qu'est-ce que j'ai envie d'injecter dans ma vie professionnelle? Voilà, un peu, tu vois, une remise saine, une remise à plat saine. Et surtout, ce qui a tout changé, c'est donc toutes ces femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, par mail, qui me racontent leur histoire. Et moi, ça me donne vraiment tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les semaines qui viennent, cette idée de me dire, mais voilà, toutes ces femmes ont envie de partir, peut-être que je peux leur faire la courte échelle pour réussir à quitter le nid et prendre leur envol comme ça pendant 3 jours. Et donc, je crée ce projet qui s'appelle les Fugues italiennes, qui sont donc un peu des parenthèses d'introspection basées sur la beauté italienne, sur les valeurs d'une vie italienne, sur nos experts et des rencontres voilà, des gens merveilleux qu'on connaît ici, où tu vas vivre pendant 3 jours une sorte de parenthèse enchantée où tout est prévu, où tu sais ce qu'on va faire dans les grandes lignes, mais tu connais jamais les détails, donc tu vas de surprise en surprise, de tableau en tableau. Et il y a quelque chose comme ça où on sait qu'à un moment, ça va provoquer quelque chose. Nous, on ne sait pas ce que ça va provoquer, mais on sait qu'à un moment, les femmes, personnellement, vont quand même réussir à, voilà, soit par les échanges entre elles, puisqu'elles voyagent toutes seules, donc elles se connaissent pas, elles sont 12 au maximum. Et avec cette idée qu'à un moment, il va y avoir un déclic, voilà, sur quelque chose. Donc parfois il y a des reconversions pro. Alors c'est pas forcément, moi je dis jamais, c'est pas la fugue qui fait la reconversion. Je pense que c'est la femme qui fait la reconversion, qui a déjà en soi la force de la pensée, la force de l'imaginer, qui fait ce voyage, qui va peut-être l'aider à avancer sur le chemin de cette reconversion-là. En tout cas, je crois que les femmes qui composent le groupe, pas moi, mais les autres fugueuses, sont vraiment un important moyen de booster ton self-esteem et ta confiance, parce qu'on va tout être avec très différentes, mais ce socle de valeurs, de bienveillance, d'accompagnement. En fait, il y a aucun enjeu. Tu t'as pas besoin de te cacher derrière quelque chose. T'as pas besoin de mentir. T'as juste besoin d'être toi, de dire ce que tu as envie de dire, puisque tu te connais pas et peut-être tu te reverras jamais. Donc, c'est dans cette transparence-là que je trouve parfois c'est le déclic qu'il faut pour avancer. Et comment tu as choisi de faire des activités plutôt que des séminaire psychologique, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu aurais pu faire le choix de toute la journée on s'assoit et puis on écoute des gens parler sur comment se retrouver. Toi, tu as fait le choix de plus faire des activités. Comment tu as choisi? Alors écoute, c'est marrant parce qu'en plus hier j'ai animé une conférence devant 50 étudiants d'une formation RH qui était à Florence et qui m'ont posé ces questions-là et j'ai trouvé ça super intéressant. Je t'avoue qu'en fait, quand j'ai pensé les fugues italiennes, je me suis dit que pour le raconter, il fallait que les choses soient personnelles et qu'en fait, il fallait que j'injecte ce qui moi m'avait fait du bien. Donc en fait, je suis directement repartie aussi dans les articles que j'avais écrits après ma fugue où je parlais des outils qui m'avaient vraiment porté pendant ces 3 jours. Et tout de suite, en fait, la beauté à l'italienne, tu vois, ce que j'avais vu, ça m'avait vraiment un peu fait comme une grande respiration dans l'âme, tu vois, et je trouvais que ça avait été un outil formidable. Il y avait des rencontres avec des artisans, donc aussi avec leurs histoires et leur parcours qui, en miroir, me faisaient réfléchir autrement. Le fait d'activer son corps, moi, pendant mes fugues, je fais toujours quelque chose de physique. J'ai fait du kayak dans la lagune, j'ai fait du yoga dans un studio à São Paulo. Enfin, il y a toujours un volet sur le corps qui permet aussi de te remettre à respirer et du coup de t'oxygéner différemment. Et donc, je t'avoue que c'est comme ça que je l'ai pensé. Je l'ai pas pensé en excluant la partie expert psychologique. Je l'ai créé en n'y pensant même pas et en me focalisant sur mes outils. Est-ce que tu as des anecdotes peut-être de changement de vie post-fugue?
Écoute, je pense tout de suite à une fugueuse formidable qui s'appelle Florence, qu'on a déjà accompagnée 2 fois en fugue et qui a lâché un job qu'elle avait vraiment depuis des années dans une société une grande société de céramique qui fait des arts de la table française et qui maintenant a fait une formation agricole et qui va produire son propre cidre, son propre jus de pomme, qui a déménagé en Normandie, qui est en train de monter un gîte et qui a fait cette reconversion. Encore une fois, je pourrais pas te dire que c'est pas la fugue qui a fait cette reconversion, c'est elle qui avait en elle la force de la faire. En tout cas, dans son parcours de femme, aller prendre l'air, se recentrer sur ses envies, ça a pu être utile pour avoir la confiance, en tout cas, je l'espère, pour se lancer et croire en elle, en fait. Et alors, tu organises combien de fugues par an et peut-être quel est le tarif si les auditeurs veulent réserver? On est sur cette année, là, 2022, c'est un peu une année test parce que si tu veux, l'année dernière, j'ai eu un bébé, donc il y a eu moins de fugues que prévu. L'année d'avant, il y a eu le Covid, donc on a réussi, on a eu de la chance, on a réussi à en faire, mais tu vois, le programme a pris du plomb dans l'aile forcément. Donc là, cette année, on est censé en faire 9. Ce qui est beaucoup parce que émotionnellement, il faut pouvoir sortir de l'énergie d'un groupe et puis repartir, tu vois, dans l'énergie du groupe d'après. Puisque nous, personnellement, on essaie de donner beaucoup et d'être vraiment très, très disponible pour les femmes. Donc là, tu vois, tout est complet jusqu'au mois de juin. Là, on a lancé les réservations pour septembre et puis on va ouvrir celle d'octobre. On est sur un budget qui est pas petit parce qu'on a fait le choix d'être un peu dans l'excellence des endroits, des intervenants et maintenant surtout on sait la valeur émotionnelle de ce qu'on est capable de proposer. Donc on est autour de 1 450 € pour te donner une idée de tarif. Après ça change en fonction de la destination, ça change en fonction de la saison parce qu'évidemment on est à Pietrasanta au bord de la mer au mois de juin, c'est pas la même chose que Florence en janvier quand les touristes sont pas là. Donc il y a quand même des variations entre les fugues, mais je crois que on est très à l'aise avec ce qu'on propose parce qu'on sait l'énergie, l'amour et la valeur qu'on essaie d'y mettre. Alors, les fugues aujourd'hui, c'est le principal de ton activité et avec combien de collaborateurs tu travailles? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est structurée ton activité? Ouais, bien sûr. Alors, les fugues, c'est le cœur de ce qu'on propose. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Émilie, qui est arrivée en 2019. À la base pour s'occuper du contenu sur le site et puis petit à petit elle a complètement viré de bord même si elle s'en occupe encore un petit peu pour se concentrer vraiment sur les fugues avec moi. On a Laure qui travaille sur la partie e-shop full time aussi parce qu'un e-shop il faut suivre la production, gérer le site, gérer les envois, gérer la communication, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour essayer de faire décoller tout ça, c'est pas du tout évident. Et puis là moi, tu vois, cette année, on a beaucoup de nouvelles opportunités qui sont arrivées, qui n'étaient pas forcément prévues, en fait, de participer d'aider à organiser des événements privés, donc avec d'autres sociétés, notamment des sociétés françaises qui nous contactent. Puis non, là, il y en a aussi une italienne, où soit on crée des ateliers avec l'esprit de la fugue pour d'autres, en créant des moments, en associant nos artisans, notre façon de faire pour créer un peu cette magie-là avec d'autres. Donc tu vois, ça c'est on va le faire au mois de juin. Là, on a un événement par semaine, donc on va vraiment être busy sur ce sujet-là. Et ça va demander. Là, je le fais parce que j'ai envie de me tester et de voir ce que ça donne. Et ensuite, il faudra que je décide si c'est quelque chose que je veux continuer ou pas pour continuer à me focaliser sur les fugues et sur l'après de ce qu'on a envie de continuer à écrire avec cette histoire-là, parce qu'on peut pas tout faire ou il faudra prendre quelqu'un en plus. Voilà. Donc ça, bilan au mois de juillet. Et alors toi, quand tu avais fait ta propre fugue, je t'ai pas demandé, mais ça a été quoi ce qui est sorti principalement, peut-être le principal déclic de ta propre fugue? Alors, je crois que c'est pas peut-être que pour des gens qui partent en fugue, il y a vraiment un déclic qui est très très fort parce qu'ils savent ce qu'ils ont envie d'aller chercher. Je pense par exemple à quelqu'un de formidable qui s'appelle Sandra Scanella, je sais pas si tu la connais, de F Collective, qui est tout un système de formation en ligne pour suivre des entrepreneuses femmes et qui, elle, a eu une reconversion d'ailleurs hyper intéressante. Et Sandra, à un moment, quand elle a eu ce moment de besoin de reconversion, elle est partie 3 jours en se disant « je m'enferme 3 jours, ou en tout cas je vais quelque part et je veux me plonger dans ce que j'ai vraiment envie de faire pour ressortir de ces 3 jours avec une idée. » Tu vois, donc avec vraiment un truc précis. Moi, j'ai jamais eu cette intention-là quand je pars en fugue, même encore aujourd'hui. Bien souvent, d'ailleurs, je pars en ayant un sujet en tête et je ressors en ayant débloqué autre chose.
chose parce que voilà, je vais être focalisée sur un truc qui est très très lié à mon quotidien et puis en fait il y a quelque chose plus de fond qui émerge, tu vois, sur ma façon globale de gérer le pro et le perso, la façon dont je sais pas forcément prendre soin de moi au quotidien. Maintenant, j'ai appris un peu à accepter le vide que représente une fugue et à aller y chercher un peu la surprise qui m'attend là-bas, quoi. Ouais. Et alors peut-être, quel conseil tu donnerais parce que toi, dans ton parcours, ça a été très progressif, donc ça a mis à peu près 10 ans entre ton arrivée en Italie et puis maintenant. Un peu moins peut-être avec le début des fugues. Ouais. Voilà, tu disais que tu étais un peu perdue sur quoi faire avec ton blog. Peut-être si quelqu'un vient te voir et te dit, bah voilà, j'ai envie de lancer un projet, peut-être sur les réseaux et je suis un peu perdue, pareil. Quel conseil tu donnerais si toi tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil plus jeune, quel conseil tu te donnerais? Alors je crois que déjà sur le fait, et ça j'essaie vraiment de le répéter dès que j'en ai l'occasion, que il n'y a pas que des exemples de succès fulgurants comme nous montrent les réseaux sociaux et ces profils de femmes absolument extraordinaires qui ont fait des énormes projets, qui ont levé des fonds, qui ont créé des grosses équipes. Moi, j'adore suivre, tu vois, ces femmes-là et d'une certaine manière, elles me donnent aussi le courage de me dire, bah, on peut y arriver aussi. Mais de l'autre, on n'est pas tous faits pour ces succès-là. Et parfois, les succès sont beaucoup plus lents à arriver, plus petits dans leurs résultats, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants personnellement et dans la façon dont ils vont changer, tu vois, notre vie et notre quotidien. Donc, je pense qu'il faut être aussi capable de se dire un petit bravo quand on réussit à faire quelque chose, parce qu'il y a plein de gens qui restent à l'étape de la réflexion et qui savent pas passer la deuxième pour être dans l'action et créer quelque chose. Tout n'est pas que succès fulgurant. Il faut aussi se dire qu'un succès plus petit, c'est déjà très très chouette. Je crois que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, surtout dans les toutes premières années où voilà, il y avait ce truc où j'aurais pu faire de l'influence, je voyais ce qui se passait sur les réseaux sociaux, mais j'y arrivais pas. Je crois que moi, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment la constance, donc la régularité et le travail. C'est jamais rien lâcher, continuer à publier toutes les semaines, sans savoir comment ça pourrait me servir par la suite, mais tout m'a servi. Parce que chaque adresse que j'ai fait rentrer, c'était quelqu'un de plus dans mon carnet d'adresses, c'était quelqu'un où ensuite, en fait, pour organiser les fugues, rien n'était compliqué. J'avais qu'à WhatsApper des gens avec qui j'étais déjà en contact, avec qui j'avais fait la promotion gratuitement de leur lieu et de leurs produits. Et donc, tu sais pas toutes les petites graines que tu sèmes pendant des années, comment les choses vont te servir. Donc, je crois que quand tu fais les choses, voilà, avec sérieux, ça finit toujours par payer. Moi, j'ai ce côté très besogneux je sais pas faire autrement, et je crois que ça a quand même fini par me servir. Et puis, je crois que quand on fait les choses, tu vois, tu cherches un peu ta vérité, ce que toi, tu as vraiment envie de donner. Moi, j'étais vraiment obsédée par avoir un projet qui me ressemble, où je sentirais vraiment à l'intérieur de moi-même que je serais dans le juste, et j'ai fini par le trouver. Ça a été long et je ne l'aurais jamais trouvé si j'avais pas vécu ces frustrations. Tu vois, pour partir en fugue, il a bien fallu que je sois un peu au bout du rules, avec 2 enfants en bas âge, sans vraiment de business plan. Tu vois, tout aurait roulé. Bon, j'aurais peut-être pas trouvé la fugue. Donc, c'est aussi le chemin qui fait un peu l'histoire, quoi. Mais ça, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression aussi que plus j'avance, plus je me rends compte que finalement, les succès dont on pense qu'ils étaient instantanés, ils ne le sont pas, en fait. Parce que quand tu parles avec les gens, tu te rends compte que finalement, ça fait des années qu'ils sont dans le domaine, ou finalement, ça fait des années qu'ils travaillent. Et en fait, je pense qu'il faut, comme tu dis, vraiment essayer aussi. Parce que par exemple, avec ta web série, tu as vraiment essayé pendant des mois, puis finalement, tu t'es dit, bon, je passe à autre chose. Mais faut se donner les moyens aussi que ça marche, et puis si ça marche pas, passer à autre chose. Ouais, puis je crois qu'en fait, c'est une sorte de muscle que tu travailles et que tu fais, le fait de, tu vois, de pas s'arrêter à ses peurs. Tu vois, moi, j'ai toujours, plus j'étais dans ce chemin un peu d'introspection, enfin, d'essayer de toujours capter, tu vois, quelles étaient mes vraies envies et tout ça. Je crois qu'à chaque fois que j'avais peur, je le voyais plus comme un feu vert que comme un feu rouge, parce que je savais que ça touchait quelque chose de perso. La première fois que j'ai eu l'idée de la web-série, j'étais mortifiée avec moi-même. Genre, j'étais là, mais j'espère oublier que j'ai eu cette idée à un moment, parce que pour réussir à faire ça, il va falloir que je donne tellement de moi, tu vois, que ça me traumatisait un peu, tu vois. Et en fait, j'ai un peu lutté contre ce truc-là, parce que je savais que c'était
très très juste par rapport à qui j'étais et ce que j'avais envie de donner. Et pour donner tu vois, un autre conseil qu'on n'est pas vraiment un, mais en tout cas, voilà, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de business plan, il n'y a pas eu de structure. Et puis en fait, il y a un moment où voilà, tu sens que c'est le moment, tu sens qu'il faut que tu te fasses accompagner, qu'il faut que tu fasses les choses de manière plus carrée. Là, je sais qu'il va falloir qu'on réembauche sûrement quelqu'un l'année prochaine pour mieux se structurer, mieux faire les choses, pour que moi, je puisse continuer aussi à faire ce que je fais le mieux et pas me perdre, tu vois, dans des choses sur lesquelles j'ai peut-être moins de valeur ajoutée. Donc voilà, il y a un moment aussi déléguer. Moi, je pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas les filles avec moi. Enfin, c'est juste c'est impossible, quoi. Et j'ai quelqu'un qui m'aide à la compta, et j'ai mon mari qui m'aide un peu en overview stratégique. Et franchement, chaque personne est plus que nécessaire dans cette très petite organisation. Finalement, maintenant, tu es aujourd'hui avec un Florentin, donc tu es tombée amoureuse d'un Italien. Et peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton plus grand rêve professionnel, quelle est ta vision pour ta plateforme, pour les fugues italiennes? Alors, je crois que déjà, et c'est assez chouette de le voir comme ça, ce qu'on fait déjà au jour d'aujourd'hui nous anime, nous porte, nous stimule, nous stresse aussi, mais en même temps c'est pour faire quelque chose où je crois qu'on a vraiment trouvé notre place. Donc j'ai déjà envie de faire ça bien et de l'améliorer, donc de pas toujours être dans le projet d'après, parce que j'ai été comme ça des milliards d'années et qu'il faut aussi bien travailler ce qu'on a construit. Là, le gros chantier de cette année, on est en train de refaire le site qui est beaucoup trop vieux. Voilà, il y a un vrai challenge à faire que le site soit vraiment la vitrine de qui on est au jour d'aujourd'hui et de comment on fait les choses. Donc cette dimension de la joie de vivre à l'italienne, cette dimension que l'Italie peut être source de réflexion pour ton bien-être. Donc tu arrives en pensant que tu vas organiser un week-end à Florence et en fait tu restes 2 heures parce que tu as lu quelque chose sur la Renaissance qui te touche personnellement pour faire ta Renaissance personnelle. Tu as récupéré des recettes qui te font du bien. Tu as découvert le projet des fugues et peut-être que tu as envie de partir tout seul. En tout cas, mieux mettre en valeur cette dimension du bien-être et voilà tout ce qu'on a créé. Et puis voilà, on a plein d'autres projets qu'on a envie d'imaginer pour encore une fois mieux partager tous ces outils qui sont source de bien-être et qui viennent de l'Italie. Mais ça, c'est encore vraiment un gros work in progress. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais alors qu'est-ce que ça veut dire Ali di Firenze? Alors Ali di Firenze, c'est vraiment Ali, c'est la façon dont les Italiens m'ont toujours appelé au travail Ali et pas Alice, aussi parce que c'était Alice, Alice, bon bref. Donc ils avaient Ali. Je trouvais que Ali di Firenze, ça sonnait vraiment joyeux, joli et que ça s'écrivait bien. Et puis, il s'avère que Ali, ça veut aussi dire les ailes de Florence. Et sans s'en rendre compte, on utilise quand même beaucoup cette idée pour les fugues, de donner des ailes, tu vois, aux femmes qui passent par le projet. Donc voilà, j'aimais aussi que ça puisse aussi se séparer de moi, tu vois, et vivre sa propre vie. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Je crois qu'une reconversion réussie, c'est vraiment faire en sorte que quand tu te lèves tous les matins dans ta nouvelle vie, t'as pas envie d'être autre part et de faire autre chose que ce que tu fais, sans te comparer aux autres, mais en étant vraiment très très au clair à l'intérieur de toi sur pourquoi tu as fait ces choix-là, pourquoi ces choix te nourrissent, pourquoi t'as pas besoin d'aller te comparer à côté et que tu es très très aligné avec qui tu es. C'est ce qu'on souhaite en tout cas aux auditeurs. Alors je mettrai tes réseaux sociaux, ton site internet dans la description des épisodes pour que les auditeurs puissent peut-être partir en fugue avec toi. Un grand merci Alice pour tout ce que tu as partagé. Merci Claire-Vie, à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.